nouvelle vidéo sur le point de vue. Nous avons vu précédemment les liens qui unissaient la notion de point de vue aux arts visuels, plus particulièrement la peinture. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à cette même notion dans l'histoire du cinéma. Nous savons qu'au cinéma, toute prise de vue exige un point d'où l'on regarde, que l'on pourrait appeler le point de vision. Il correspond au point où est placée la caméra pour enregistrer les images. De plus, il détermine à la projection la place assignée au spectateur par rapport aux images qu'il regarde et par rapport à l'histoire qui défile sous ses yeux. Ce sera l'occasion pour nous de partir à la découverte de quelques-uns des tout premiers films, réalisés dans les 5 premières années de la naissance du cinéma. Nous étudierons alors comment la place de la caméra définit le rôle du spectateur par rapport à l'histoire, et comment la notion de point de vue s'impose progressivement au cinéma. On parle pour cette période de cinéma primitif, ou de cinéma des premiers temps. Ces films sont riches d'enseignements, d'abord parce qu'ils témoignent de l'époque à laquelle ils ont été élaborés, et ensuite parce qu'ils ont été conçus à une époque où n'existait encore aucune règle, aucune grammaire du cinéma. Ils sont le fondement de tout ce qui viendra ensuite. À cette époque, tout était à inventer. Ce sont les frères Lumière qui mettent au point le cinématographe. Avant eux, on savait déjà projeter des images, et l'américain Thomas Edison avait déjà mis au point un procédé d'enregistrement du mouvement, le kinétographe. Mais la projection des petits films obtenus était complexe. Il fallait se pencher sur une grosse boîte, le kinétoscope, et regarder à l'intérieur par un œilleton pour voir les images défiler. La nouveauté du cinématographe Lumière, c'est qu'il est un appareil qui permet aussi bien d'enregistrer des images sur une pellicule que de les projeter ensuite sur un écran. Un même appareil fait office à la fois de caméra et de projecteur. L'expérience cinématographique se vit à plusieurs, puisque le film est projeté sur un grand écran dans une salle qui peut accueillir de nombreux spectateurs. Comment fonctionne le cinématographe? L'appareil lumière prend en photo une succession de clichés, décomposant ainsi le mouvement. Les images, fixées sur la pellicule, sont ensuite projetées sur un écran à une certaine vitesse. Au début, à la vitesse de 7, 16 ou 18 images par seconde, puis à la vitesse de 24 ou 25 images par seconde. Les personnages s'animent et le spectateur a l'illusion du mouvement. La longueur de la pellicule ne dépasse pas 17 mètres, si bien que les premiers films durent environ 50 secondes. Ce sont des films en noir et blanc et muets. Des musiciens ont néanmoins été embauchés dès les premières séances pour jouer de la musique et accompagner les images. Les frères Lumière rendent le cinématographe public en organisant une première projection à Paris le 28 décembre 1895 dans le salon indien du Grand Café, situé boulevard des Capucines. 33 personnes seulement assistent à cette projection. Mais très vite, le bouche à oreille fonctionne et la foule se presse devant le Grand Café. Les agents de police ont parfois du mal à canaliser cette foule qui s'étire sur près de 400 mètres devant l'établissement. Quand les frères Lumière créent leur premier film, ils font ce que tout le monde fait quand on a entre les mains de quoi enregistrer des images. Ils filment le monde qui les entoure. Ils filment leurs ouvriers, ils filment leurs enfants à l'heure du goûter, ils filment des jeunes gens en train de se baigner. Ils réalisent des images animées, des photos sur lesquelles les personnages bougent, ce qu'ils ont coutume d'appeler des vues photographiques animées. Les frères Lumière ont inventé de quoi filmer le monde et de quoi le montrer à l'ensemble du monde. C'est pourquoi, très tôt, ils forment des opérateurs. On appelle opérateurs des jeunes gens chargés de la projection des films réalisés dans le monde entier. Dès qu'ils arrivent dans une ville quelconque de quelques pays lointains, ces derniers doivent choisir le lieu idéal, le lieu qui offre le meilleur point de vue, mais aussi le lieu économiquement le plus rentable, c'est-à-dire le lieu où l'on voit le plus grand nombre de gens. Les opérateurs savaient en effet que toutes les personnes filmées dans la journée n'hésitaient pas le soir à payer leur place pour venir se voir sur l'écran. Plus on filmait de gens, plus on était assuré de rentabiliser la projection.
plus de 1400 films seront réalisés. Des films d'une durée de 50 secondes, qui adopteront toujours le même point de vue, celui d'un homme, parmi les autres hommes, qui regarde et découvre le monde et qui va à la rencontre de ses semblables. Chaque plan est filmé d'une traite, le montage n'existe pas encore. Dès les débuts du cinéma, la caméra tient une place essentielle. Elle permet au spectateur de se situer par rapport au sujet filmé. Elle est l'œil qui voit la scène. Elle est à la fois l'œil de celui qui filme, mais elle devient aussi, au moment de la projection, l'œil du spectateur, puisque le champ de vision du spectateur est limité à ce que la caméra veut bien lui montrer. C'est elle aussi qui prendra progressivement la place de celui dont on partage la vision. Dans les films Lumière, le spectateur assiste à un spectacle qui se déroule sous ses yeux. Il participe à la scène en tant qu'observateur du monde. L'arrivée du train en gare de La Ciotat est un célèbre film réalisé par Louis Lumière en janvier 1896. La légende veut que lors de la première séance de cinématographe, certains spectateurs aient craint que le train ne fonce sur eux. Or, il n'en est rien. D'une part parce que le film ne figurait pas au programme de cette première projection, il sera projeté en octobre 1897, et d'autre part parce que la toile sur laquelle il était projeté n'était pas suffisamment grande pour garantir l'illusion. La rumeur, néanmoins, a été entretenue, comme atout publicitaire. Et aujourd'hui encore, tout le monde, s'il ne l'a vu, a au moins entendu parler de ce film. Le spectateur assiste à l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ville proche de Marseille. Louis Lumière, photographe confirmé, construit son image et soigne son cadrage. Il sait qu'on ne gagne rien à filmer un véhicule en mouvement, un cheval au galop ou un défilé, en se plaçant dans un axe parallèle au mouvement. Il sait en revanche qu'il est bien plus intéressant de cadrer le sujet de trois quarts et d'inscrire son déplacement dans une ligne de fuite en utilisant ce que l'on appelle la diagonale du champ. Ainsi, il choisit de placer sa caméra à un endroit où il peut montrer aussi bien le train qui entre en gare que les voyageurs qui attendent sur le quai. Les gens qui se déplacent ensuite devant l'objectif adressent des regards furtifs à Louis Lumière en train de filmer la scène et le contournent pour poursuivre leur chemin. L'opérateur s'est placé sur le quai comme les autres voyageurs. Le spectateur, lors de la projection, se situe au même niveau que les autres personnages. Il est avec eux sur le quai de la gare. Et il attend le train qu'il voit apparaître au loin. La caméra épouse le point de vue d'un voyageur qui observe ce qui se passe sur un quai de gare. Dans Panorama du Grand Canal vu d'un bateau, filmé le 25 octobre 1896, Alexandre Promiot, un opérateur, initié à la prise de vue par Louis Lumière, filme le Grand Canal à Venise. Il a l'idée de placer la caméra sur une gondole. Ce n'est alors plus le sujet filmé qui se déplace, mais la caméra, puisqu'elle est montée sur un support en mouvement. La caméra est mobile et elle filme des objets immobiles. Ce film est le premier exemple de travelling latéral du cinéma. Ce mouvement donne l'impression au spectateur de pénétrer dans l'image et de se déplacer dans le décor. La caméra adopte alors le champ de vision de quelqu'un qui visiterait Venise et découvrirait le Grand Canal en gondole. Dans Panorama du village de Namo, d'une chaise à porteur, réalisé en janvier 1900, Gabriel Vert, un autre opérateur lumière, place la caméra sur une chaise à porteur. Il filme les enfants qui courent derrière le véhicule. On retrouve les procédés initiés par Alexandre Promiot dans son film sur Venise. La caméra est en mouvement, elle fait cette fois-ci un travelling arrière. L'opérateur est placé devant les enfants qui courent vers lui. En montrant les sourires que ces enfants lui adressent et leur course effrénée derrière lui, il révèle au public que derrière la caméra, il y a un homme, en l'occurrence lui-même, un homme que le spectateur ne voit pas. Il suggère ainsi qu'il existe un espace invisible, qui est situé derrière la caméra, un espace hors champ où se tient l'opérateur et que celui-ci ne dévoile jamais. Cet espace, le cinéma, plus tard, fera tout pour qu'il soit oublié. Dans ce film, le comportement des enfants fait exister cet espace interdit et suggère la présence de l'homme qui les regarde. À l'écran, le spectateur a l'impression que les sourires des enfants lui sont adressés. Un spectateur français qui regarde ces vues, non seulement découvre des images de l'autre bout du monde, en ayant l'impression d'être assise sur une chaise à porteur, mais en plus, il voit des enfants lui sourire. Dans une vue prise d'une plateforme mobile lors de l'exposition universelle de 1900,
qui est filmé en avril 1900, l'opérateur se place sur le trottoir roulant de l'exposition universelle qui a lieu à Paris. Les frères Lumière plantent leur appareil sur une des attractions les plus populaires de l'exposition et enregistrent le spectacle qui se déroule devant leur objectif. Un immense trottoir roulant de 3,5 km acheminait les visiteurs de station en station. La caméra filme, en plan fixe, la double rangée de badauds qui circulent sur les deux voies de ce moyen de locomotion bâti pour l'occasion. Le spectateur peut lui aussi profiter de l'attraction puisque la caméra le place parmi la foule des visiteurs qui testent l'attraction. Dans cette immense vitrine de l'industrie triomphante qu'est l'exposition universelle, le cinéma tient une place importante en 1900. Les frères Lumière présentent, dans la spectaculaire galerie des machines, le cinématographe géant. L'écran mesure 21 mètres de largeur et 18 de hauteur. Un écran standard aujourd'hui mesure 12 mètres sur 10. Il est régulièrement humidifié de telle sorte que l'image puisse être vue des deux côtés. Les Lumières offrent un spectacle grandiose et gratuit aux visiteurs. Leur intention est de faire connaître leur invention auprès d'un large public et d'être reconnus officiellement et internationalement comme les inventeurs du cinéma. Nous avons vu à travers l'exemple de 4 films Lumière quelle place était assignée aux spectateurs dès l'origine du cinéma. Les films Lumière, que l'on appelle également les vues Lumière, sont d'abord des vues animées, généralement prises sur le vif, des fenêtres ouvertes sur le monde qui entendent montrer aux spectateurs, observateurs du monde, des images provenant de toute la planète. Elles ont d'abord une visée documentaire. Si l'opérateur soigne la composition de l'image, il recourt rarement à la mise en scène. Pour cela, il faut se tourner vers un autre génie de cette fin du XIXe siècle, un maître de l'illusion qui a vu immédiatement toutes les possibilités qu'il pouvait tirer du cinématographe dans ses spectacles de magie. Cet homme, c'est Georges Méliès. Méliès est un prestidigitateur, c'est-à-dire un illusionniste, un magicien, qui dirige le théâtre Robert-Houdin à Paris depuis 1888. Il assiste, le 28 décembre 1895, à la première séance du cinématographe. Il est vivement intéressé par l'invention des frères Lumière, mais ceux-ci refusent de la lui vendre. Il se tourne alors vers son ami londonien Robert William Paul, premier cinéaste anglais, qui lui procure un appareil grâce auquel, après quelques modifications, il parvient à tourner ses premiers films. Méliès, en tant que magicien, voit dans le cinématographe un incroyable moyen de prolonger l'illusion. Le cinéma n'est pas seulement pour lui un moyen de restituer le mouvement et de restituer la vie, il est aussi l'occasion de donner vie à des univers entièrement imaginés par l'artiste, de raconter des histoires, de les mettre en scène et de créer l'illusion. Méliès est avant tout un homme de spectacle, habitué à se produire sur scène devant un public. Aussi, dans les films de Méliès, le spectateur fait-il partie du public. Il est un observateur privilégié. Il joue le rôle qui est le sien quand il assiste à un spectacle. Un homme du public, assis à la meilleure place, c'est-à-dire au 4e rang de l'orchestre. La place qui lui permet d'apprécier le spectacle, parce qu'il est assez près pour voir tout ce qui se déroule sur scène, et assez éloigné pour rester dans l'illusion, parce qu'il ne voit pas les trucages. On a coutume de dire que chez Georges Méliès, la caméra occupe la place du monsieur de l'orchestre. Le spectateur assiste à un numéro, parfois pris à témoin par l'artiste qui se produit devant lui. Lorsque Méliès regarde la caméra et s'adresse à elle, c'est à son public qu'il s'adresse. Dans Un homme de tête, qu'il réalise en 1898, Méliès, en personne, présente un nouveau tour au spectateur devant la caméra. Le meneur de jeu saisit sa tête à pleine main et en tire miraculeusement un double qu'il pose sur une table. Il répète le même mouvement, et ce sont bientôt 4 têtes, toutes semblables, qui s'animent sur 2 tables. Méliès sort alors un banjo pour exécuter un chant à 4 voix, avant de l'utiliser pour finalement frapper les têtes et les faire disparaître. Méliès met en scène une courte histoire qui n'a plus rien à voir avec les vues animées des frères Lumière. Tout n'est qu'imagination et mise en scène. Le cinématographe devient pour lui un instrument qui crée l'illusion, une innovation qui lui permet d'améliorer ses tours de magie. Pour cela,
il met au point les premiers trucages du cinéma. L'utilisation d'un fond noir, de l'arrêt caméra, de la surimpression sont à l'origine de tous ces petits chefs-d'œuvre qui nous sont parvenus. Mais les plans restent invariablement les mêmes. Des plans de demi-ensemble, vus de face, qui montrent les personnages en pied, tels qu'on les verrait sur une scène de théâtre. La caméra est fixe. Elle ne promène pas encore le spectateur dans l'espace du film. Elle ne varie pas les angles de prise de vue. Le spectateur est vissé à son siège de théâtre. Il est le monsieur de l'orchestre, condamné à voir frontalement ce qui se déroule sur scène, sans pouvoir adopter un autre point de vue, ni entrer dans l'intimité des personnages. À la même époque, en Angleterre, un petit groupe de passionnés de photographie se tourne vers le cinéma. Ils constituent ce qu'on appelle l'école de Brighton. On compte parmi eux Robert William Paul, l'ami de Méliès qui lui a fourni sa caméra, James Williamson et George Albert Smith. Le cinéma, grâce à leur expérimentation, va dès lors connaître une évolution notable. Selon eux, l'objectif de la caméra ne doit pas rester passif et immobile comme l'est la vision du spectateur de l'orchestre. Au contraire, il doit devenir un œil sélectif, mobile, curieux. Il doit pouvoir se promener dans l'action elle-même, entre les personnages, et pourquoi pas à travers les personnages. George Albert Smith réalise en 1900 les lunettes de lecture de Mamie. Il ne se doute pas alors qu'il pose les bases du langage cinématographique. Jusque-là, tous les cinéastes tournaient une action unique, dans un même lieu, en une seule prise. Smith, lui, décrit une action unique, se déroulant dans un même lieu, mais à l'aide de plusieurs prises de vue, reliées entre elles par une logique narrative et visuelle. Il est le premier à découper la scène en plusieurs plans. Pour lui, filmer n'est pas seulement enregistrer une action en une prise, c'est choisir la manière de montrer cette action, en variant les cadrages et les axes de prise de vue. Il obtient ainsi un ensemble de plans qui, collés les uns aux autres, formeront une scène. Il vient d'inventer ce que l'on appelle le découpage et le montage. L'histoire de ce petit film est simple. Un enfant observe ce qui se passe autour de lui avec la loupe de lecture de sa grand-mère. L'action est contenue dans un seul plan, un plan large où nous voyons les deux personnages côte à côte, ainsi que tous les éléments du décor. Une table, une cage à oiseaux, un panier de couture devant la grand-mère et une loupe que tient l'enfant. La grand-mère coud aux côtés de son petit-fils, pendant que celui-ci observe à la loupe un journal, une montre, un oiseau dans sa cage, l'œil de sa grand-mère et un chaton. Mais, au lieu de se contenter de cette seule scène vue en plan large, le cinéaste tourne autant de prises de vue qu'il y a de détails observés par l'enfant. Il filme en effet en gros plan le journal, la montre, l'oiseau, l'œil de la grand-mère et enfin la tête du chaton. À la fin, il dispose de 6 prises de vue, dont celle, cadrée plus largement que les autres, contient toute l'action. C'est celle que l'on appelle le plan maître. Les 5 autres montrent de plus près chaque observation de l'enfant. Smith crée ainsi une séquence dans laquelle il montre tour à tour l'enfant aux côtés de sa grand-mère qui s'empare de sa loupe pour regarder ce qui se trouve à sa portée, et les objets vus par l'enfant à travers la fameuse loupe. Pour la première fois, la caméra change d'angle de vue. Le plan maître nous permet d'avoir une vision sur les personnages et de saisir globalement ce qui se passe. Mais les gros plans nous montrent les objets à travers une découpe circulaire évoquant la présence de la loupe. Ils correspondent à ce que voit l'enfant. Nous ne voyons plus le personnage, mais nous voyons à travers lui. Nous partageons son angle de vue. George Albert Smith vient d'inventer le plan subjectif. Le spectateur occupe la place du personnage et partage son point de vue. Smith, dans ce petit film de 78 secondes, pose les bases du langage cinématographique. Il invente le plan, le découpage, le montage, le plan maître, le gros plan et le plan subjectif. Un plan où la caméra remplace le regard d'un personnage et montre ce qu'il voit. Le spectateur emprunte alors le regard de ce personnage et s'identifie provisoirement à lui. Tous les gros plans des objets regardés à travers la loupe sont des plans subjectifs qui rendent compte de la vision de l'enfant. Désormais, la caméra permet au spectateur de se déplacer dans l'espace du film. Elle lui permet de voir l'action de l'intérieur, de varier les angles de vue, de violer l'intimité des personnages. Le spectateur se fait alors voyeur.
C'est justement le thème du voyeurisme qui est au cœur du film que tourne Ferdinand Zecca en 1901 par Le Trou de la Serrure. Zecca est un cinéaste français qui travaille pour la société de production française Pathé. Sa carrière est d'ailleurs étroitement liée à l'essor de l'entreprise. Il s'est beaucoup inspiré des expérimentations de l'école de Brighton. Il se souvient entre autres des plans subjectifs des lunettes de lecture de mamie et il reprend le procédé dans cette petite comédie légère. Par Le Trou de la Serrure met en scène un valet d'hôtel indélicat qui épie ses clients à travers les trous de serrure de leur chambre. La caméra nous montre le personnage en pleine action, mais elle nous montre aussi ce que voit le valet chaque fois qu'il se livre à une de ses indiscrétions. Le spectateur partage ainsi à 3 reprises le point de vue du valet indélicat. Les plans vus par le personnage sont délimités par une découpe en forme de serrure, signalant au spectateur que le plan est subjectif, puisqu'il est celui qui est vu à travers le regard du valet indiscret. Le premier plan dévoile le plan maître. Nous voyons le valet d'hôtel sur le palier, 4 portes sont devant lui. Il se penche pour regarder par la serrure d'une chambre. Nous voyons alors ce qu'il voit. Un plan découpé en forme de serrure nous dévoile une jeune femme en déshabillé qui dénoue et brosse sa chevelure, puis qui se maquille. Un retour au plan maître nous permet de comprendre que le valet apprécie le spectacle. Il se penche alors pour regarder dans la deuxième chambre. Le plan découpé en forme de serrure nous montre une femme qui retire des seins postiches, ses faux cils, son dentier, sa perruque, et se révèle être un homme décati. Nous revenons au plan maître, où nous voyons la réaction du valet face à ce qu'il vient de voir. Il nous montre sa déception et son dégoût, avant de regarder dans la troisième chambre. Un jeune homme tient sur ses genoux une femme plantureuse en corsage. Tous deux vident une bouteille de champagne. Retour au plan maître, qui nous montre le valet s'amusant de ce que sera la fin de soirée pour ce couple. La construction est toujours la même. Néanmoins, nous ne verrons pas ce qui se passe derrière le quatrième trou de serrure, puisque son occupant surgit sur le palier, furieux, et donne une correction au valet. La morale est sauve. Ce petit film est d'abord une comédie, mais il est aussi une réflexion sur le rôle du spectateur au cinéma. En effet, ce film met en scène l'acte de regarder. Le spectateur regarde quelqu'un qui regarde. Cette mise en abîme lui rappelle que lui aussi, d'une certaine manière, se comporte comme le voyeur du film. C'est d'autant plus vrai qu'en partageant le point de vue du valet, le spectateur devient son complice. Les plans subjectifs lui permettent en effet de voir ce que voit le valet indiscret, de voir ce qui aurait dû rester caché, ce qui est de l'ordre de l'intime. Et il y prend un certain plaisir. Nous voyons, grâce à ce film, que l'œil caméra peut désormais se déplacer partout, et peut par conséquent tout montrer. Ce film met en évidence de manière plus générale que le spectateur de cinéma, qui se délecte de ce qu'il voit et qui a désormais accès à ce qui lui était jusque-là caché, fait preuve d'indiscrétion et de voyeurisme. L'indiscrétion est perceptible à travers les plans subjectifs qui influent sur la représentation des corps. Les corps des personnages épiés, en effet, sont coupés par le trou des serrures. Quand on épie, on ne voit que ce qu'il est possible de voir. Ainsi, le plan subjectif utilise souvent la découpe d'une loupe, d'une longue vue, d'une serrure, qui rappelle l'acte de voir, mais qui suggère aussi que nous n'étions pas autorisés à voir. Plus généralement, le spectateur est placé en position de voyeur chaque fois que son regard est éloigné du sujet par un élément de décor qui s'interpose. L'entrebâillement d'une porte, une fenêtre et ses rideaux, un angle de mur ou la présence d'autres personnages qui éloignent celui qui regarde de ce qui est regardé.